c'est un jeu auquel joue une partie de l'actuelle opposition israélienne, les gens qui organisent à nouveau des manifestations avec un seul slogan, il faut que Netanyahou démissionne. Ces gens-là, qui appartiennent souvent à une certaine élite israélienne, ont des liens étroits avec une élite de la communauté juive américaine, et je crois qu'ils réussissent à faire croire à beaucoup de juifs américains que c'est la voie de la raison et la voie du salut que de parler ainsi. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Michel Gurfinkel. Michel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Journaliste, écrivain, ancien rédacteur en chef de Valeurs Actuelles et écrivain spécialiste, on peut dire, des relations entre Israël et les États-Unis et de ce qui se passe aux États-Unis en particulier. Alors, je voudrais d'abord avoir votre référence historique. Est-ce que vous avez déjà souvenir d'un discours tel que celui de Chuck Schumer la semaine dernière en direction d'Israël, dans lequel il appelle presque tout simplement... Dans l'histoire des relations entre les deux pays, il y a eu tout le temps des moments de ce genre. La seule différence, c'est que on n'avait jamais vu un homme politique démocrate de première importance d'origine juive tenir les propos qu'il a tenus. C'est la seule différence avec le passé. Dans le passé, il y a eu très souvent des personnalités, d'ailleurs généralement plus souvent du côté du gouvernement que du Congrès, mais même au Congrès, il y a eu des sénateurs, des représentants qui parfois se sont élevés contre Israël ou qui ont fait la leçon à Israël. Ceci est quelque chose qui n'est pas du tout nouveau. Des relations israélo-américaines. Ça veut dire que c'est un peu le reflet de ce que pense une partie importante des Juifs américains, parce que bon, Chuck Schumer, comme il le disait lui il avait l'habitude apparemment de dire qu'il était le Shomer Israël, puisque son nom, comme son nom l'indique. Est-ce que c'est le reflet de ce que pensent aujourd'hui les Juifs américains qui votent pour les démocrates? Disons les choses extrêmement brutalement. Il y a une campagne dont l'épicentre ne se trouve pas aux États-Unis, mais en Israël, qui consiste à dire que tous les problèmes d'Israël à l'heure actuelle sont liés à la personnalité de Benjamin Netanyahou. C'est une position extrêmement facile qui permet à beaucoup de gens de se donner à peu de frais une image à la fois d'impartialité et d'ouverture vers une solution globale vers l'avenir, etc. C'est un jeu auquel joue une partie de l'actuelle opposition israélienne, les gens qui, bien entendu, organisent à nouveau des manifestations avec un seul slogan, il faut que Netanyahou démissionne. Ces gens-là, qui appartiennent souvent à une certaine élite israélienne, ont des liens étroits avec une élite de la communauté juive américaine, et je crois qu'ils réussissent à faire croire à beaucoup de juifs américains que c'est la voie de la raison et la voie du salut que de parler ainsi. Je vous rappelle simplement que cette manœuvre qui consiste à imposer des changements politiques en Israël en passant par des pressions américaines qui elles-mêmes passent par une mobilisation de la communauté juive américaine, cette stratégie à la fois, disons, sinueuse et extrêmement dangereuse, évidemment, à terme pour Israël, elle a été théorisée il y a 40 ans par le principal idéologue du mouvement Shalom Arshab, la paix maintenant, le général Yehoshaphat Arkabi, qui avait de manière absolument explicite dit que puisqu'il n'y avait pas de majorité politique en Israël pour rendre les territoires, il fallait créer un mouvement qui allait faire pression sur les juifs américains pour que ceux-ci fassent pression sur le gouvernement américain, pour que celui-ci fasse pression sur Israël en vue d'une solution passant par l'abandon des territoires conquis en 1967. Donc il y a beaucoup de cohérence là-dessus. Beaucoup de juifs américains de bonne foi
se reconnaissent dans les propos de Schumer, mais en même temps, il y a parmi eux, même parmi ceux qui, disons, pensent que Schumer dit quelque chose de sensé, il y en a beaucoup qui en réalité sont mal à l'aise. Alors qu'est-ce que ça représente dans la communauté juive américaine? Je ne suis pas sûr du tout que ça représente la majorité du judaïsme américain. Les événements du 7 octobre ont réveillé chez beaucoup de juifs américains, y compris des juifs qu'on croyait très très éloignés du judaïsme traditionnel ou très éloignés du soutien inconditionnel à Israël, ont réveillé des réflexes d'une autre époque, des réflexes qui avaient cours dans l'après-guerre, dans les années 50, 60, 70. Et par ailleurs, il y a un secteur assez important de la communauté juive américaine, au moins, je dirais, 30% de la communauté juive américaine, qui carrément estime que faire des pressions sur Israël, quelle qu'elle soit, c'est porter atteinte à l'indépendance même du pays. Alors, je voudrais profiter d'une déclaration faite hier, pas plus tard qu'hier, vous l'avez peut-être vu, par Donald Trump, dans lequel il disait bien Benjamin Netanyahu doit faire conclure cette guerre le plus rapidement possible, il doit restaurer la paix, il faut restaurer la paix dans le monde. Pour avoir votre appréciation, ça sera mieux avec Donald Trump ? Écoutez, personne ne peut savoir si ce sera mieux avec Donald Trump. Ce que l'on peut dire, c'est que d'abord, les propos qu'a tenus Donald Trump, il faut les lire dans leur intégralité. Ils sont plus nuancés que les quelques mots que l'on a surtout retenus. Ensuite, il faut et l'ensemble des propos tenus par Trump sont de manière assez claire des propos de soutien et je dirais même d'affection vis-à-vis d'Israël. Mais il faut comprendre sur quoi se joue la campagne de Trump, qui est une campagne, comme vous le savez, qui à la surprise générale marche très bien. Oui. Et actuellement, il y a dans les intentions de vote, il y a une majorité qui souhaite la réélection de Trump. On n'est pas sûr, bien sûr, que ça que c'est ce qui se passera dans plusieurs mois au moment de l'élection proprement dite, mais c'est la tendance actuelle. La campagne de Trump, elle repose sur l'idée de la paix. Alors c'est un petit peu complexe comme idée, mais c'est l'idée que la guerre est mauvaise pour les affaires des États-Unis, elle est mauvaise pour le monde en général. C'est à travers le travail que les États-Unis peuvent résoudre la plupart de leurs problèmes, et c'est à travers la prospérité économique que les États-Unis peuvent contribuer à la paix mondiale. D'où l'idée de Trump qu'il faut sortir de l'imbroglio ukrainien, d'où son idée aussi que les accords d'Abraham avaient pour but de créer effectivement de la confiance, de la coopération et de la paix au Moyen-Orient, avec la participation bienveillante des États-Unis, mais d'une manière très différente de ce qui a été fait jusqu'à présent. Voilà quel est le contexte général, c'est sur ces thèmes-là. Nous n'allons pas discuter du bien fondé de ces thèmes, nous allons simplement dire que c'est un thème très important de sa campagne. Donc, Trump a concilié dans son discours l'idée de la paix avec l'idée de la prospérité comme solution au problème. Mais vous êtes d'accord avec moi que en Israël, au Proche-Orient, on n'a pas l'air véritablement engagé dans une ère de paix. Et particulièrement, il y a encore beaucoup de défis sécuritaires à régler. Je parle du Nord en particulier, de ce qui se passe en Judée-Samarie. Il y a un point très important de la donnée politique américaine, c'est que l'électorat de Trump, c'est un électorat qui est fondamentalement, actuellement, pro-israélien, totalement pro-israélien. Lorsqu'on dit que 80% des Américains sont pour Israël, ça veut dire qu'il y a 90 ou 95% des électeurs républicains qui sont pour Israël et qui sont certainement pour Israël contre le Hamas. Ça, c'est un acquis, c'est quelque chose qui est très difficile à contourner politiquement pour n'importe quel homme politique américain, et notamment
pour Trump lui-même. En plus, Trump est quand même entouré de beaucoup de personnes qui ont des liens avec la communauté juive, ou du moins avec une partie de la communauté juive. Tout cela joue. Il a en quelque sorte ajusté le ton général de sa campagne avec le soutien à Israël, qui est une espèce de donnée d'évidence pour l'électorat républicain. Maintenant, bien entendu, il faut comprendre que Trump n'est pas encore président, que beaucoup de choses peuvent se passer d'ici l'élection, quelle qu'elle soit, qu'une fois que Trump est élu, s'il est élu, bien entendu, nous, on est toujours dans l'inconnu d'une nouvelle administration. Tout cela est absolument certain. Je voudrais avoir profité qu'on parle de Donald Trump pour essayer de comprendre un phénomène que l'on a du mal à saisir lorsqu'on n'est peut-être pas expert ou qu'on ne suit pas de près ce qui se passe aux États-Unis. Comment finalement Donald Trump, qui semblait être totalement à l'écart, incriminé dans l'affaire du Capitole, comment Donald Trump est-il revenu de telle sorte que l'establishment républicain le cautionne avec autant de force face à, par exemple, une femme qui ne manque pas de mérite, on va dire, comme Nikki Haley, qui a été ambassadrice, qui est une femme politique de renom, et qui a lamentablement échoué dans cette campagne. Non, d'abord, Nikki Haley n'a pas du tout lamentablement échoué. Elle a remarquablement réussi à s'imposer comme la seule candidate face à Donald Trump aux primaires républicaines. C'est un succès considérable. En revanche, elle n'a pas réussi à gagner ses primaires. Nikki Haley, c'est la candidate républicaine absolument parfaite, on va dire, pour les élites du Parti républicain. Mais le Parti républicain, aujourd'hui, est un parti, est probablement le parti qui a la base populaire dans l'électorat américain la plus solide. Et disons, cet électorat populaire s'est totalement reconnu dans le discours de Trump. Il faut écouter Trump. Il est très intéressant. On peut prendre n'importe quel disons, conversation avec Trump, discours de Trump. Il est très intéressant de l'écouter parce que d'abord, on découvre que c'est quelqu'un qui sait admirablement manier l'art oratoire, l'art de s'exprimer devant les médias modernes, la télévision, voire même les réseaux sociaux. Il est extrêmement habile, il a un don pour réduire des problèmes complexes à des idées simples et à des idées qui peuvent plaire à énormément de gens. Et il est certain que les excès commis depuis 4 ans par le Parti démocrate au pouvoir. Aujourd'hui, on est dans une période plutôt apaisée, mais rappelez-vous ce qui se passait au moment de la dernière campagne présidentielle et au début de l'administration Biden. On était en fait dans une situation pratiquement de révolution woke aux États-Unis. Et ceci a profondément ébranlé une grande partie disons, du centre de la vie politique américaine. Trump a méthodiquement reconquis la base électorale du Parti républicain. À partir de ce moment, les hommes politiques républicains ne pouvaient plus, en pensant à leur propre réélection, ils ne pouvaient plus envisager de se déclarer contre Trump et de ne pas soutenir Trump. Voilà ce qui s'est passé, tout simplement. C'est très intéressant. Peut-être que plus tard on aura le temps d'analyser en fait ce phénomène parce que c'est tout de même assez impressionnant d'ailleurs que on va dire au niveau des États-Unis, on se retrouve dans une campagne électorale entre un président sortant qui a plus de 80 ans et qui n'a pas l'air véritablement au fait de sa forme, et un autre président qui n'est pas très jeune aussi également et qui a été impliqué, on va dire, dans des situations tout à fait extrêmes dans la réalité américaine. On peut se demander pourquoi finalement on n'arrive pas à trouver un leadership plus séduisant aux États-Unis que ces deux vieillards.
il y a une réalité actuellement dans le monde occidental tout entier. Il y a une crise politique de leadership. crise de la démocratie telle qu'elle a fonctionné après 1945, au moins dans les pays occidentaux et dans des pays, disons, non occidentaux, mais de facto occidentaux. Voilà donc, c'est une réalité incontournable. Nous avons une crise politique en France, nous avons une crise politique complètement stupéfiante en Angleterre, nous avons une crise politique dans la plupart des pays de l'Union européenne, une crise politique aux États-Unis, et la démocratie israélienne elle-même, qui a quand même beaucoup d'atouts pour fonctionner de manière normale, est passée par des tempêtes inimaginables au cours des dernières années. Merci beaucoup Michel Gurfinkel d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Vous souhaite une bonne journée. À bientôt Michel. Merci. À bientôt.